Voilà, bon, ben, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien ou je ne sais pas si le micro fonctionne. Ça va? D'accord. Bon, ben, du coup, alors je le dis tout de suite, je connais assez mal le réseau des bibliothèques mathématiques. Je vais essayer donc du coup de vous faire un exposé un peu général sur les fondamentaux de la conservation et des mesures pratiques qu'on peut en déduire pour traiter. Le micro marche pas forcément très bien. Ouais. Sinon, prenez les micros. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, Ouais, d'accord. Donc, oui, là c'est mieux. Bon. Oui, donc je vais vous faire d'abord un exposé assez rapide sur un peu les fondamentaux de la conservation. Ensuite, donc, quelles mesures pratiques on peut en déduire pour conserver au mieux les collections. Et puis, je terminerai par une articulation avec la numérisation. En quoi la numérisation peut servir la conservation et à quelles conditions. Voilà, puis j'essaierai de laisser donc du temps pour les questions pour être sûr que si j'étais un peu loin de vos préoccupations, vous puissiez m'y ramener avec vos questions. Donc le plan, voilà, donc un rappel sur les matériaux. Hein, et bon, on parle de documents papier, donc je vais vous parler essentiellement du papier et des encres. Sur les faiblesses structurelles des documents. Les documents, ce n'est pas seulement des matériaux, mais c'est aussi des objets composites. Après, l'influence de l'environnement, donc au sens très large du terme. Donc, des solutions pratiques pour une conservation pérenne. Donc, vous me direz si après elles sont adaptées à vos cas particuliers. Et donc, je terminerai par numérisation et conservation. Donc, je vais commencer par les matériaux. Hein, donc, le papier. Donc, là, déjà, vous voyez la différence d'état de deux journaux publiés à peu près une centaine d'années de différence. Tout ça pour rappeler les problèmes. Donc, je rappelle donc rapidement les problématiques de fabrication du papier. Hein, donc, le papier a connu une révolution technique donc au milieu du 19e siècle. Donc, avant, vous aviez un papier à base de chiffon. Hein, ce papier à base de chiffon avec des fibres de cellulose très longues, hein, formant des tamis, enfin un entrecroisement de fibres, un tissu très solide. Et il n'y avait pas, en plus de ces fibres, d'autres matériaux d'adjuvants qui pouvaient altérer la bonne conservation de ce papier. Ce qui fait que le papier pré-industriel est un matériau extrêmement durable, hein, évidemment à condition que les insectes ne le mangent pas, ni le feu, ni les inondations. Mais bon, on a du papier... qui remonte à l'invention du papier, donc au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et on a des papiers de la Renaissance, par exemple, hein, qui sont d'un blanc immaculé, en bien meilleur état et en bien meilleur aspect que des papiers très récents. Alors, tout ça, c'est gâté, entre guillemets, toujours du point de vue de la conservation, hein, parce que donc lorsqu'on a inventé le papier industriel, hein, donc les chiffons n'étant pas assez, on ne pouvait pas en trouver des quantités assez importantes pour répondre à l'essor de l'édition et notamment de la presse. Donc on a cherché un autre matériau et vers le milieu du 19e siècle, on s'est mis à fabriquer du papier à partir du bois. Alors, papier à pâte de bois, donc il y a deux procédés. Hein. Il y a un procédé mécanique, hein, où les fibres de cellulose sont simplement libérées par broyage. Et donc, c'est le papier le moins coûteux parce qu'on garde à peu près tous les éléments du bois, ou presque, avec comme inconvénient, c'est que les fibres sont plus courtes, sont plus fragiles. Alors voyons, qu'est-ce qu'on voit là? Et puis le deuxième procédé plus récent, c'est un procédé chimique, hein, où les fibres sont dissoutes avec des produits chimiques. En général, c'est des procédés de meilleure qualité, mais c'est un papier plus coûteux qui est réservé à déjà qui a été inventé plus tard, hein, à la fin du 19e, et vraiment
comment dire, vulgarisé beaucoup plus tôt au XXe siècle. Et c'est un papier plus coûteux et qui donc n'est pas utilisé pour les éditions les plus courantes de la presse notamment, ou les livres bon marché. Et donc ça, c'est les fibres d'origine, les fibres donc au microscope, les fibres des chiffons en fait, qui étaient des fibres de coton, des fibres de lin, de chanvre, qui n'étaient pas ni triturées par broyage, ni traitées par les produits chimiques, donc qui étaient très longues, et cette longueur donnait sa résistance au papier. Alors ça, c'est la cellulose, c'est le produit de base, mais vous avez aussi d'autres produits qui restent dans le papier, notamment donc dans le papier industriel, d'après le milieu du 19e siècle, et qui posent des problèmes de conservation. D'abord, vous avez ce qu'on appelle la lignine, qui est un produit naturel qui se trouve dans le bois, etc. C'est ce qui donne sa rigidité au bois, sinon les arbres ramperaient par terre s'il n'y avait pas de lignine pour tenir les fibres. Le problème de cette lignine, c'est que ça jaunit assez rapidement avec le temps, et donc c'est responsable d'une partie du jaunissement des papiers. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les procédés mécaniques diminuent la longueur des fibres et donc réduisent la résistance mécanique des feuilles de papier. Alors, après, un autre problème important, ça marche, voilà. Voilà, j'ai dû tout mettre. C'est ça, en fait, voilà, c'est l'encollage. Donc, le papier. L'encollage, c'est ce qui permet au papier de recevoir un texte, qu'il soit imprimé ou manuscrit. Sinon, l'encre diffuserait et le texte serait illisible. Donc, c'est une espèce d'imperméabilisation de la surface du papier. Alors, dans le papier pré-industriel, donc d'avant 1850, c'était fait avec des produits naturels, donc de la gélatine animale, de l'os bouilli, des amidons, de légumes, etc., et des gommes. Donc ces matériaux étaient, en tout cas, étaient stables dans le temps, donc n'apportaient pas de dégradation au papier. Et voilà, donc ça s'est gâté entre 1850 et 1960, quand on a trouvé un produit chimique, en fait, une production chimique, ce qu'on appelle l'alun-colophane, la colophane étant une résine extraite du pain, et l'alun, donc un métal. Donc cet alun-colophane a permis d'encoller pour beaucoup moins cher et en beaucoup plus grosse quantité le papier d'édition industrielle, la presse, le livre à bon marché. Le problème de cet alun-colophane, c'est qu'à la longue, sous l'influence de l'humidité de l'air, de la chaleur, de la lumière, eh bien, il produit de l'acidité. Cette acidité donc contribue à dégrader le papier. C'est ce qui fait, c'est le fameux problème d'acidification du papier, dont vous avez certainement entendu parler, qui est le problème massif de conservation dans les bibliothèques, parce qu'il concerne des très grandes quantités de documents, et notamment la presse du 19e et de la première moitié du 20e siècle. Alors là aussi, les choses se sont améliorées à partir des années 60 en utilisant donc les produits d'encollage ont évolué là aussi. Il y a des colophanes qui ont été modifiés, et il y a ce qu'on appelle les AKD pour alkylkétène-dimmer, un produit chimique aussi. Je ne pourrais pas vous donner la composition, mais qui ont comme particularité d'être utilisés en milieu alcalin et non plus en milieu acide, ce qui fait qu'ils n'ont pas d'influence dégradante sur l'état du papier. Ah oui, attendez. Non, je vais rester encore sur le papier. Oui, parce qu'il y a d'autres. Alors là, on a parlé de l'encollage. Alors il y a d'autres produits aussi qui interfèrent dans la conservation du papier. Il y a ce qu'on appelle les charges. Donc les charges, ce sont des produits qu'on utilise en plus de la cellulose pour donner telle ou telle propriété au papier. Donc l'opacité, notamment certains
certaines densités. Ça permet aussi de diminuer le prix, parce qu'en général, les produits de charge sont moins chers que la cellulose. Et là aussi, ces charges ont évolué. Hein. Certains produits étaient là aussi produisaient de l'acide. Bon, maintenant, on est dans des produits plus neutres, hein, donc notamment certaines argiles comme le kaolin, qui donne sa blancheur, en particulier au papier. Et voilà, les charges influent aussi sur la résistance, parce que mettre des charges, ça permet de mettre moins de fibres de cellulose. Alors les charges, c'est pas des fibres, et du coup, si le tissu, si on peut dire, de fibres est moins dense, eh bien la résistance mécanique de la feuille de papier sera moins grande au déchirement, notamment au pli, au déchirement. Voilà, donc il y a les charges, il y a aussi c'est pour ce qu'on appelle les azurants optiques. Vous savez, les azurants optiques, c'est ce qu'il y a dans les lessives, hein. Les lessives qui lavent plus blanc que blanc. En fait, c'est des produits chimiques qui interviennent par réfraction de la lumière et qui donnent une apparence de blancheur. Donc ces azurants optiques, eh bien, on en met aussi dans le papier, et ils ont l'inconvénient de jaunir. Paradoxalement, le blanc se transforme en jaune au bout de quelques années, notamment sous l'influence de la lumière. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on est passé donc d'un papier pré-industriel extrêmement résistant et je dirais presque éternel, hein, sauf accident, éternel, disons, dans de bonnes conditions de conservation, à pendant un siècle à peu près, hein, 1850, c'est plutôt en France 1870-1960, grosso modo, un papier particulièrement souvent de très mauvaise qualité, en tout cas pour l'édition courante, hein. On a parlé de siècle noir du papier, hein, et c'est particulièrement gênant parce que ça correspond aussi à un moment d'essor de l'édition, et notamment le moment où la presse papier a été la plus florissante partout, et notamment en France, hein. Ce qui fait qu'à l'ABN, par exemple, on a quelque chose comme 120 millions de pages de journaux divers et variés, donc patrimoniaux, puisque reçus par le dépôt légal, qui sont en très mauvais état et dont beaucoup ne sont même plus consultables directement, quoi. Et alors avec des périodes particulièrement mauvaises qui sont les 2 guerres mondiales, hein, on comprend aisément pourquoi. Et donc une lente amélioration de la qualité du papier à partir des années 60, grosso modo, jusqu'aux années 80-90, où on estime que les papiers contemporains, enfin ou presque contemporains, sont maintenant de bonne tenue. Alors évidemment, on n'a pas le recul historique, mais enfin les tests de vieillissement artificiel donnent des bien meilleurs résultats. Alors, il y a cependant un bémol qui est l'usage du papier recyclé, hein, qui est encouragé, alors qui, contrairement à ce qu'on peut croire, n'est pas très très utilisé dans les papiers, parce que finalement c'est plus cher que certaines pâtes à bon marché, mais ça entraîne en fait une incertitude sur la composition réelle des papiers, surtout une diversification de la composition des papiers, ce qui fait qu'on peut avoir des surprises dans quelques décennies sur les papiers contemporains. Mais disons il y a quand même, grosso modo, une forte amélioration depuis, après le milieu du siècle passé, quoi. Voilà, donc après le papier, donc les encres, hein. Alors là, je vais aller vite, je ne vais pas être trop technique, mais grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un très fort contraste entre les encres d'imprimerie qui, globalement, en tout cas en parlant vite, sont plutôt stables, avec des pigments souvent à base de carbone, des liants à base d'huile. Alors je parle d'encre stable, surtout les encres noires, hein, parce que les encres de couleur, malheureusement, le sont beaucoup moins. Et en face de ça, vous avez les encres manuscrites qui, elles, sont très souvent instables, voire nocives pour le papier, hein. Donc là, l'illustration que vous voyez, c'est le fameux cas des encres ferrogalliques. Si vous avez des documents manuscrits à partir du fin 17e, 18e, début 19e, vous avez peut-être vu ce phénomène. Alors, disons que le moment où elle perce le papier, c'est quand même le moment extrême, mais ça arrive assez souvent, quoi.
Voilà, c'est ce qu'on appelle les encres métallogalliques. Donc là aussi, bon, il y a ce problème-là, ça c'est les encres manuscrites anciennes, mais les encres manuscrites modernes posent aussi des problèmes. Leur qualité. Le problème des encres modernes, c'est qu'elles sont devenues industrielles, chimiques, et donc les formules industrielles sont extrêmement diverses et souvent peu connues, ce qui fait qu'on ne sait pas forcément toujours bien les traiter et on intervient souvent trop tard. Et bon, on connaît les problèmes particuliers, notamment de choses qui durent très peu, les feutres notamment, mais même les stylos billes, vous mettez un papier écrit au stylo bille près d'une fenêtre, vous verrez en quelques mois l'écriture, même en une encre noire, donc pâlir et s'estomper assez rapidement. De façon générale, c'est les encres et les pigments de couleur qui sont les plus fragiles. Donc ça veut dire que conserver durablement des documents manuscrits, notamment avec des couleurs, ça veut dire les garder dans l'obscurité et faire extrêmement attention, notamment si jamais ils doivent être exposés. Là aussi, il y a des normes d'intensité lumineuse et de durée d'exposition qui sont vraiment impératives. À l'ABN, on fait des tests avant et après, pour voir si la lumière ne s'est pas... je veux dire, là, si la lumière n'a pas endommagé les pigments. Alors, pour tout ce qui est imprimé, alors il y a un cas particulier aussi que vous rencontrez peut-être, je ne sais pas, si vous avez des manuscrits tapés à la machine, c'est les tapuscrits. Donc là, le problème, c'est que ce n'est pas que l'encre soit sensible à la lumière ou à l'eau, etc. En général, les encres de machine sont solides de ce point de vue-là. Le problème, c'est que elles sont simplement collées à la surface du papier. Elles ne sont pas entrées en profondeur dans le papier. Et là, le problème, le risque, c'est qu'elles se décollent de la surface du papier par frottement ou, et ça c'est un cas qui arrive très souvent, lorsqu'on met ces documents-là dans des pochettes en matière plastique, vous avez l'électricité statique qui est très très forte pour décoller les tracés. Alors, je parle des tapuscrits, mais c'est pareil pour les tracés de crayon, etc. Ça, c'est vraiment je pense que vous le savez, mais c'est vraiment une chose à éviter absolument. Ne jamais mettre ce genre de document dans une pochette en matière plastique, même du plastique permanent, du polyester, etc. Donc voilà les encres. Alors après, une autre problématique, évidemment, c'est le document en tant qu'objet. Donc les documents sont des assemblages de différents morceaux, de matériaux différents. Donc là aussi, chaque type a ses faiblesses structurelles. Dès que vous avez un volume, théoriquement, le fait d'être en volume protège... Les feuilles sont protégées dans l'épaisseur. En même temps, vous avez le problème de la reliure de ces feuilles entre elles. Et globalement, là aussi, on est passé du livre pré-industriel, objet artisanal solide, cousu avec des cahiers, avec des couvrures dures, solides, carton, je ne parle même pas des plats en bois, mais des cartons recouverts de cuir, à l'objet actuel, qui est souvent, la majorité des livres, c'est du coupé-collé, donc des feuilles simples rattachées ensemble simplement par une colle, et puis avec des couvrures souvent très, très minces, peu protectrices. Alors, c'était l'évolution indispensable pour faire du livre, quelque chose à bon marché et à large diffusion, mais du point de vue strict de la conservation, ça pose évidemment un problème. Même si là aussi, il y a eu des améliorations. Ceux qui ont des livres de poche des années 70 savent qu'en 2 consultations, souvent ils se disloquaient, tandis que maintenant on a trouvé des colles beaucoup plus solides, des papiers adaptés, des colles adaptées au papier utilisé, qui font que au moins le bloc texte est plus résistant. Mais on est toujours dans la même problématique, qui est que le livre imprimé
et n'est pas fait pour un usage collectif. En fait, il s'abîme au bout de quelques consultations. On vend les livres pour des usages privés. Et du coup, si on veut les garder durablement pour un usage collectif en bibliothèque, il faut les protéger d'une façon ou d'une autre. Et donc voilà, le livre imprimé, c'est le cas emblématique. Si vous si vous voulez conserver durablement un livre et si vous pensez qu'il sera consulté régulièrement, si vous voulez pas être contraint de le racheter, il faut le relier, quoi. Il y a pas jusqu'à présent, il n'y a pas de solution, d'autre solution, quoi. Alors l'environnement, là aussi je vais aller vite, hein, c'est l'environnement au sens large, donc les questions de climat évidemment sont fondamentales. Hein. Si vous voulez conserver durablement un document, il faut que la température et l'humidité relative soient stables et contrôlées. Alors pendant longtemps, on avait des règles extrêmement précises, hein, on disait qu'il fallait que les livres les documents papier soient conservés entre 18 et 21 degrés à 50-55% d'humidité. Bon, on en est revenu un peu parce que ça implique de fortes contraintes en matière de climatisation qui posent des gros problèmes financiers et même techniques aux établissements. Et en fait, on a assoupli beaucoup ces normes et maintenant on tolère des variations beaucoup plus importantes, des fourchettes beaucoup plus ouvertes, hein. Si vous allez par exemple aux archives, au nouveau bâtiment des archives nationales à Pierrefitte, ou bien le projet de nouveau centre de la BNF à Amiens, hein, dans 10 ans, l'idée c'est de laisser dériver, entre guillemets, par exemple la température, on peut la laisser dériver entre 15 et 24-25 degrés, et l'humidité relative, là aussi, entre, 13 et... 30 et 50, même 60%. Là, la condition, c'est que ces dérives soient très lentes. Parce qu'en fait, c'est la brutalité des variations plus que la variation elle-même qui pose des problèmes. Parce que ces variations climatiques impliquent des variations dimensionnelles des matériaux. C'est-à-dire le papier, grosso modo, le papier, le carton, le cuir gonfle lorsqu'il y a plus d'humidité ou dégonfle lorsqu'il y en a moins. Ce qui fait que ces variations dimensionnelles, lorsqu'elles sont rapides et fréquentes, amènent ce qu'on appelle une fatigue mécanique et donc fragilisent les matériaux. Alors que si c'est lent, les dégâts sont beaucoup plus faibles. Donc, les règles qu'on donne, je vous ai parlé de la fourchette élargie, c'est qu'il ne faut pas que la température varie de plus d'1 degré centigrade par jour et l'humidité relative de plus de 5%. Mais à cette condition-là, on peut tolérer sur l'année notamment des variations plus importantes qui permettent en fait d'avoir une climatisation moins puissante. Évidemment, pour avoir ça, souvent, la condition aussi, c'est d'avoir un bâtiment adapté, un bâtiment avec une inertie climatique plus grande que les bâtiments qui avaient été construits dans les décennies précédentes. Donc la lumière, on en a parlé un petit peu pour le papier et pour les encres. Hein. Donc là, une des règles de base, c'est il ne faut pas qu'il y ait d'éclairement direct des documents hors communication et hors exposition, avec des règles là aussi très 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 contraignantes. Hein. Dans les expositions, maintenant, on est à 50 lux. 50 lux, c'est très faible, ce qui fait que souvent on laisse la pièce dans la pénombre pour que, par contraste, la vitrine éclairée à 50 lux donne une bonne visibilité. Alors le magasinage, hein, donc en fait, si on veut vraiment conserver durablement des documents, je pense que c'est pas vraiment possible si vous n'avez pas de magasin au sens bibliothéconomique du terme, c'est-à-dire un bâtiment, une pièce isolée,
possédant, sinon une climatisation, du moins une bonne inertie par rapport aux conditions extérieures. Un mobilier adapté, hein, donc des rayonnages de format, de format et de profondeur adaptés. Beaucoup de documents nécessitent un conditionnement. Dès que vous avez des documents en feuille, il est impératif de les mettre dans des boîtes. Donc ces conditionnements impliquent également un positionnement, c'est-à-dire que les boîtes doivent être mises à plat, avec pas trop de superposition pour pouvoir assez facilement communiquer, si en tout cas vous avez une communication régulière. Et il n'y a que les boîtes sur les volumes eux-mêmes qui peuvent être mises debout, sauf pour évidemment les très grands formats. Ce magasin, il doit être surveillé, évidemment. Hein. Il y a le problème de la sûreté contre les vols. Et puis dépoussiéré. Hein. La poussière est quand même un ennemi de la conservation. Hein. Elle introduit des risques à la fois de dégradation physique, hein, de salissure, de rayures, de choses comme ça, mais aussi d'infestation, hein, parce que c'est le substrat du développement de moisissures, de la prolifération d'insectes. Et puis, ce qui est très important aussi dans l'environnement, c'est l'environnement humain. Hein, c'est que là aussi, les documents se conservent bien quand ils sont correctement manipulés. Donc, ce qui implique un personnel sensibilisé et même formé. Hein, il y a des gestes à éviter, hein, le fameux geste emblématique des gens qui tirent un document par la coiffe pour le sortir des rayonnages. Ça a l'air tout bête, hein, c'est le geste naturel, mais c'est le geste qui dégrade les dos des documents. Donc il faut sensibiliser les personnels, les former, et puis aussi essayer de sensibiliser le public, ce qui n'est pas toujours facile, mais il y a des moyens, quand même. Voilà. Alors, ma deuxiime partie, ça sera sur les stratégies, donc les solutions qui sont possibles. Donc, voilà. Alors, on va commencer par Alors, de plus en plus, hein, à la Bibliothèque nationale, comme partout, on opte pour ce qu'on appelle la conservation préventive. Hein. On parle surtout de préservation, c'est-à-dire que donc mieux vaut prévenir que guérir, et essayer de limiter les dégâts. On sait que les traitements curatifs, lorsqu'il faut intervenir sur des dégradations importantes, c'est beaucoup plus coûteux. Et donc, dans la mesure du possible, essayer de prévenir ces dégradations. Et donc, une stratégie, entre guillemets, qui est très ancienne, hein, mais qui est de plus en plus utilisée, hein, c'est le conditionnement. Donc on protège les documents par des boîtes ou par des pochettes. L'intérêt, c'est que c'est un coût relativement modéré. Enfin, je parle relativement, ça dépend évidemment des budgets dont on dispose. Et puis ça a beaucoup d'utilité, donc une protection qui peut être contre les chocs, contre la perte, hein, pour les documents en feuille, évidemment, les mettre dans une boîte adaptée, c'est évite de disperser les feuillets, contre les inondations. Hein, vous avez des boîtes, notamment. Alors, il y a certaines boîtes en carton ont des surfaces imperméables, puis vous avez aussi des boîtes en polypropylène, en plastique, qui est tout à fait imperméable à l'eau. Pour les boîtes en carton, c'est un tampon contre les variations climatiques. C'est-à-dire que s'il y a variation climatique, c'est d'abord le carton qui va absorber l'eau, l'humidité en excédent dans l'air, ou au contraire, relâcher lorsque l'air est trop sec. Donc il y a une protection temporaire du document qui est dans sa boîte. Puis évidemment, c'est une protection contre la lumière. Alors, ça peut s'utiliser seul. Hein, très souvent, c'est un par exemple, à la Bibliothèque nationale, on a des tas de documents qui devraient être restaurés, reliés, numérisés. Parfois, on n'a pas les moyens, on n'a pas le temps de le faire tout de suite. Et la première protection qu'on va faire, c'est on va les mettre dans une boîte ou dans une pochette adaptée.
Donc c'est déjà une première protection. Et puis la boîte et la pochette permettent aussi de signaler par des codes, des textes, etc., l'état du document. Donc c'est aussi une façon de signaler la dégradation des documents. Mais ça s'utilise aussi en complément d'autres traitements. Par exemple, lorsqu'on restaure un document, la restauration, ça coûte cher. On sait que si on remet le document tel quel sur les rayonnages, il risque de se dégrader assez rapidement. Donc on complète la restauration par une boîte qui fait durer, qui permet au document de bénéficier plus longtemps du traitement lourd et coûteux dont il vient de faire l'objet. De même, quand on numérise des documents, souvent on les met en boîte après, ne serait-ce que parce qu'une fois numérisés, normalement, ils ne sont plus consultés. Alors, ces boîtes, ces pochettes, boîtes, pochettes, tubes, etc., il y a des tas de conditionnements différents, adaptés à un peu toutes les formes de documents, voire d'objets. Il y a de très nombreux modèles. Alors, ce qu'il faut, c'est prendre des matériaux de conservation qui vont se conserver longtemps, qui sont d'une solidité adaptée. Donc, si vous utilisez des boîtes, selon le poids de votre volume, on n'utilisera pas évidemment le même carton pour un petit octavo ou bien un gros in-folio de plusieurs kilos. Donc, il y a des matériaux adaptés. Il faut utiliser un carton ou une carte permanente, c'est-à-dire des matériaux qui ne se dégradent pas dans le temps, donc qui ne vont pas ajouter de dégradation au document lui-même. Alors il existe, comme je vous disais, certaines matières plastiques, comme le polypropylène, qu'on peut utiliser aussi, qui ont l'avantage d'être très légères, ont d'autres inconvénients, mais à l'ABN, on utilise, selon les cas, soit du carton, soit du polypropylène. Donc, comme je vous le disais, les boîtes se stockent en général à plat, sauf pour les volumes petits et moyens qui peuvent être conservés debout. Ça, en général, ça gagne de la place. Et puis, ces boîtes et ces pochettes, il y a beaucoup de sociétés qui en vendent. Donc, je pense que vous connaissez les catalogues CXD, CTS, etc. Il y a de très nombreux modèles avec de très nombreux formats possibles. Il existe aussi des prestataires qui vous les font au format exact de vos documents. Vous fournissez les cotes de votre volume, longueur, largeur, épaisseur, et ils vous font une boîte au format. Et plus la boîte est au format adapté, mieux le document se conserve. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Disons que c'est la première mesure à prendre lorsque on a un fond dégradé. Avant de penser à des traitements curatifs, au moins protéger par un conditionnement les documents les plus fragiles et les plus dégradés. Alors, autre stratégie, entre guillemets, c'est la reliure. Donc ça, je pense que vous connaissez. C'est effectivement, si vous avez des volumes, que ce soit des livres ou bien même des fascicules de périodiques, que vous voulez conserver de façon pérenne dans votre établissement et dont vous pensez qu'ils seront consultés assez régulièrement, la seule, je parle d'une consultation physique, des documents qui n'existent pas sous forme numérique, il n'y a pas d'autre solution à ma connaissance que de les relier. À condition évidemment que le papier soit en bon état. C'est-à-dire que si vous avez du papier acide et fragile, c'est trop tard pour la reliure, quoi. Donc c'est une technique évidemment ancienne, mais qui a évolué encore. Il y a des innovations, il y a eu des innovations en reliure jusqu'à ces dernières décennies. Donc une technique très mature. Donc les derniers, là en bas vous avez les reliures qu'on fait à la BNF, donc des reliures adaptées aux usages de bibliothèque, c'est-à-dire vous avez une couvrure en bucrame, c'est-à-dire une toile imperméabilisée qui protège de l'eau, des
liquides éventuels qui pourraient tomber sur le document, et des documents qui s'ouvrent beaucoup. Alors, ces documents, par exemple, qui pourraient être photocopiés, enfin, photocopie ne se fait peut-être plus, mais numérisés sans problème, parce que la reliure améliore l'ouverture par rapport au livre tel qu'il sort de l'édition, quoi. Bon, vous remarquerez qu'on ne fait plus de pièces de titre sur les documents. Les documents sont titrés à même, parce que les pièces de titre, c'est une des choses qu'il faut en général remplacer au bout de quelques années ou quelques décennies sur les livres plus anciens, quoi. Donc vous avez plusieurs types de reliures selon les documents que vous voulez traiter. Lorsqu'il s'agit de documents relativement récents avec un bon papier, hors papier chiffon en général, c'est là une reliure, ce qu'on appelle une reliure mécanisée, c'est-à-dire une reliure semi-industrielle, comme les documents que vous voyez sur la photo du bas. Et puis, lorsque c'est des documents plus anciens, du livre pré-industriel, avec du papier chiffon, etc., c'est ce qu'on appelle la reliure main. Donc, c'est une reliure plus artisanale qui est beaucoup plus coûteuse. Alors, la reliure peut s'utiliser aussi, ça c'est la photo du haut, pour les documents en feuilles. Vous pouvez, si vous avez un manuscrit précieux dont vous craignez de perdre des feuillets, eh bien vous pouvez monter ces feuillets sur onglets et les monter dans une reliure. C'est ce qu'on voit un peu en haut. Vous avez les onglets, la partie la plus dense là, et sur lesquels sont collés les feuillets du manuscrit. Alors c'est très cher, mais disons que pour des manuscrits précieux, c'est la bonne façon de les conserver, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, alors c'est relativement coûteux. La reliure, c'est un traitement. Bon, à l'ABN, on bénéficie du traitement Enfin, on a des prix parce qu'on traite ça en masse. On relie encore un peu plus de 20 000 documents par an. Donc, une reliure en moyenne, c'est 40 €, je crois, 45 € pour l'instant pour une monographie, et pour un volume de périodique, c'est nettement plus cher. La reliure périodique est plus compliquée puisque vous mettez dans la même reliure plusieurs fascicules en déplaçant les couvertures en général, les couvertures d'origine. Donc c'est nettement plus cher, c'est plutôt 50 ou 60 €. Donc évidemment, ça nécessite une priorisation, quoi. À l'ABN, par exemple, on ne relie actuellement que, je crois, 10% à peine du dépôt légal, quoi. Et très peu on ne relie plus. Avant, on reliait massivement les livres en libre accès dans les salles. C'est quelque chose qu'on a abandonné absolument parce que ça doit être réservé à des livres de conservation pérenne, que vous les conservez pour très longtemps, quoi. Voilà, donc j'attire l'attention sur la difficulté de la reliure, qui est je dirais pas que c'est un métier en voie de disparition, mais il y a de moins en moins il y a beaucoup de bibliothèques qui ont fait des économies, qui ont été contraintes à des économies et qui les ont faites sur leur train de reliure. Donc il y a de moins en moins de prestataires. Et ces 2 dernières années, il y a eu une inflation de prix extrêmement forte, à la fois les matériaux et la main-d'œuvre, qui font que ça devient de plus en plus coûteux. Voilà. Et puis alors, bon, je sais de finir par la numérisation. Donc j'aurais pas énuméré tout ce qu'on peut faire, mais disons que j'ai vu les trois grandes techniques qu'on peut utiliser dans la stratégie. Donc c'est des techniques qu'on peut combiner évidemment. Donc la numérisation, donc elle a succédé dans les années 2000 à la micrographie, dont certains d'entre vous se souviennent peut-être, la microfiche et le microfilm. Bon, mais disons que la numérisation par rapport à la micrographie est peut-être plus utilisée pour les questions de valorisation et de diffusion, parce qu'évidemment les avantages sont évidents. Diffusion à distance, à plusieurs personnes simultanément, enfin il y a d'énormes avantages, mais ça peut servir aussi à la conservation. À la Bibliothèque nationale, on a des gros programmes de numérisation. Certains sont des programmes de valorisation, des programmes intellectuels, si on peut dire, de mise en valeur de certains fonds particulièrement précieux, etc. Mais on fait aussi des programmes liés à la conservation. C'est-à-dire que l'intérêt intellectuel des livres est moins important que leur intérêt physique.
Donc voilà, disons que c'est une technique un peu polyvalente. Alors la numérisation peut servir à la conservation, mais il y a évidemment des conditions qui sont nombreuses. Donc d'abord, il faut qu'elle se fasse sur des documents qui ont été dûment catalogués et signalés dans des catalogues, puisque à l'ABN, on ne numérise aucun document qui n'est pas décrit de façon précise par une notice, puisqu'en fait, après la prise de vue de numérisation, vous avez ce qu'on appelle la post-production, c'est-à-dire l'utilisation de métadonnées, et donc un lien... Enfin, la numérisation n'est pas vraiment utilisable si vous n'avez pas de lien avec un catalogue. Donc il y a cet aspect-là, on numérise des documents catalogués, on numérise aussi des documents en bon état, et ça c'est un des gros problèmes, c'est ce que comprennent pas souvent pas les financeurs de la conservation, c'est que si vous voulez une numérisation de qualité, il faut que la prise de vue soit facile, et donc que le document soit dans un état correct, ce qui nécessite souvent une conservation préalable. Et puis après, il faut évidemment, il y a des normes. Je ne m'étends pas dessus. Je crois que vous avez d'autres interventions sur le sujet ensuite. Donc, il existe des normes. Il y a des formats, effectivement, qui sont très, très utilisés. Donc, le TIFF, le JPEG, etc., qui ne poseront pas de problème si vous intégrez après vos documents dans des bases qui ne sont pas de votre bibliothèque. Et puis, après, il faut évidemment soit un prestataire de qualité, soit avoir un atelier interne. Mais alors après, j'entre pas sur les avantages et les inconvénients des différentes méthodes, mais je pense que peu de bibliothèques peuvent se payer valablement un bon atelier de numérisation. Il vaut mieux, de manière générale, enfin je simplifie à l'extrême, plutôt passer par des prestataires. On a maintenant des prestataires très expérimentés qui fournissent un travail de qualité. Alors, quel document dans l'aspect conservation, quand utilise-t-on la numérisation? Alors, il y a plusieurs aspects. Vous avez parfois, c'est la seule technique envisageable. Lorsque vous avez des papiers très brûlés par l'acidification, donc des papiers qui sont trop fragiles pour être manipulés, eh bien, restaurer ce type de papier, c'est pas impossible, mais ça coûte extrêmement cher. Donc ça, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais c'est limité à des manuscrits particulièrement prestigieux. C'est vraiment l'exception. La seule méthode, si vous voulez conserver l'accès à ces documents, c'est de les numériser. Mais du coup, souvent, quand ils sont trop fragiles pour être consultés, ils sont aussi trop fragiles pour être numérisés. Donc ça veut dire qu'il faut faire une conservation physique préalable, ne serait-ce que pour pouvoir les manipuler correctement, pour les passer sous les vitres d'un scanner. Donc c'est pas une restauration, c'est simplement une sorte de préparation physique. Concrètement, à la Bibliothèque nationale, par exemple, quand on traite la presse, eh bien, avant de passer dans l'atelier de numérisation, il y a un atelier où des gens, avec des fers à repasser, remettent à plat les journaux, parce que souvent, ils ont été pliés dans les magasins par manque de place, font des petites réparations des déchirures. Donc là, il existe des sortes de scotch, entre guillemets, permanents, des matériaux qui ne dégradent pas les documents, donc des réparations sommaires qui, juste pour que le document puisse être manipulé correctement, rattacher des morceaux détachés de manière à ce que la numérisation soit à la fois aisée et complète, qu'il ne vous manque pas de morceaux de documents. Et cette conservation physique, souvent, c'est ce qui bloque les programmes. Souvent, c'est beaucoup moins rapide que la numérisation elle-même, et souvent, la numérisation se fait au rythme de la préparation physique. Voilà, donc en fait, l'idée, c'est d'essayer d'articuler les deux. Alors, il y a d'autres cas où on utilise beaucoup la numérisation, c'est des documents prestigieux pour des raisons de sécurité. Donc on préfère numériser des documents, certains manuscrits, etc., et les faire consulter pour préserver le document
le document physique contre les vols, mais aussi des documents qui, sans être dégradés, sont fragiles ou des documents qui sont restés en feuille, des documents qui sont sensibles à la lumière. Voilà, dans ces cas-là, c'est aussi une stratégie de numériser, même si l'état immédiat du document ne le nécessite pas pour conserver le document. Alors l'autre cas qu'on a, c'est un cas peut-être spécifique à l'ABN, c'est que on sait que certains documents vont être massivement consultés à leur arrivée pendant 1 an ou 2, 20, 30, 40 fois. Et du coup, même si ensuite il n'intéresse plus personne, ou c'est une consultation de traîne, comme on dit, eh bien, ça suffit à les dégrader. Donc, dans ces cas-là, soit on peut les relier, ça peut être une technique, mais dans d'autres cas, on va choisir plutôt de les numériser. Avec le bémol dans ces cas-là, c'est que comme les documents sont sous droit, la consultation, l'avantage de la NUM est quand même restreint, puisqu'en fait, en principe, on n'a pas le droit de les consulter à distance. Donc, dans ces cas-là, nous, la consultation numérique est limitée aux emprises de la Bibliothèque nationale. Mais c'est une des pratiques qu'on a, c'est-à-dire qu'il y a un top, je ne sais pas combien, top 100 de la bibliothèque qui est régulièrement numérisé, justement, pour éviter une dégradation par trop fréquente consultation, quoi. Alors la numérisation, là aussi, il y a évidemment des bémols. C'est quand même relativement coûteux à la production. Alors, je peux vous donner les tarifs qu'on a à l'ABN, mais je ne sais pas, c'est indicatif. Mais je crois que pour l'instant, numériser une page de presse, pour l'instant, c'est 60 centimes la page, je crois, avec ossérisation. Donc, évidemment, l'ossérisation, c'est un plus énorme pour la recherche plein texte. Le gros problème, si on numérise les collections, c'est la suite. Ouais. Comment on va les diffuser? Donc, est-ce qu'on a les moyens de monter une bibliothèque numérique? Et surtout, comment on va les conserver de façon pérenne? Et ça, c'est un énorme problème. Très peu d'établissements ont la capacité de bâtir un entrepôt numérique, donc un entrepôt numérique pérenne, et surtout de le conserver sur la longue durée, parce qu'en fait, ça coûte très cher. En fait, nous, même à l'ABN, on a quand même des interrogations. Vous savez, on a un système on a une bibliothèque numérique qui s'appelle Gallica, qui contient maintenant, je crois, à peu près 10 millions de documents. Et on a un entrepôt numérique qui s'appelle SPAR, qui, lui, est dédié à la conservation à long terme. Et cet entrepôt SPAR coûte très cher. C'est surtout l'informatique qui coûte cher, mais il faut changer c'est à base de bandes magnétiques qu'il faut changer tous les 2 ou 3 ans. Donc il y a un nombre de bandes magnétiques énorme. En plus, la technologie change régulièrement. Pour l'instant, ça va, mais qu'est-ce qu'il en sera dans 30, 40, 50 ans? J'en sais rien, quoi. La micrographie, si vous avez des microfiches ou des microfilms anciennes sur support polyester, il faut savoir que si vous les conservez correctement, ça peut se conserver des centaines d'années. Là, la difficulté, c'est de garder les lecteurs de micro. Alors, les lecteurs de microfiches, c'est une technologie très simple, mais les lecteurs de microfilms, il faut pouvoir les garder, quoi. Il faudrait garder aussi les lecteurs. Mais au point de vue conservation du média lui-même, la micrographie relativement récente, sur base polyester, pose moins de problèmes de conservation que le numérique. Actuellement, à l'ABN, il y a de très grandes villes qui ont des bibliothèques numériques, donc je dirais rien parce que là, on a des négociations actuellement avec une des plus grandes villes de France qui avait fait numériser ses collections par Google, donc certains d'entre vous sauront de qui il s'agissait, et qui actuellement n'a plus les moyens de conserver correctement sa bibliothèque numérique. Donc, étant pour parler avec la BNF, vous savez, on fait ce qu'on appelle des marques blanches, c'est-à-dire qu'on peut fournir aux bibliothèques une espèce d'ossature à partir de Gallica pour leur bibliothèque numérique. Et l'avantage aussi, c'est qu'on peut conserver durablement
les documents dans SPAR. Et en fait, on s'aperçoit que même une ville, même une grande ville, souvent on n'a pas les moyens de conserver une grosse bibliothèque numérique sur la longue durée. Voilà, c'est un des gros problèmes de la numérisation, c'est que ça paraît très... Bon, on a de l'argent souvent pour... On trouve plus facilement de l'argent pour numériser des collections que pour faire de la conservation physique. C'est moderne, etc. Mais le problème, c'est qu'il faut que les crédits durent, quoi. Et ça, c'est la grosse... c'est un problème général là, en conservation, mais je pense que pour la numérisation, ça va se poser de manière particulièrement aiguë dans les décennies qui viennent, quoi. Du coup, je crois qu'effectivement... ce n'est pas un réseau que j'apprendrai ça, mais collaborer entre établissements, ça peut permettre toujours ça peut permettre d'étaler les coûts, d'échanger des avis, des recettes. Alors, c'est vrai pour la numérisation, c'est vrai pour tous les domaines de la conservation aussi, quoi. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas trop dépassé l'horaire. J'espère que je n'étais pas trop en dehors de vos préoccupations. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez parlé des coûts qui augmentent pour l'impression. Est-ce que donc aujourd'hui, on peut encore faire appel à des prestataires d'impression? Est-ce qu'il y a encore des imprimeurs qui vont imprimer de très bonne qualité pour du longue durée? Et est-ce que du coup on a des estimations dans de grandeur des coûts? Est-ce que vous pouvez nous en donner? Et puis je vais étendre la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui on aurait si on veut quand même préserver dans le papier des documents nativement numériques, parce que tout le monde publie de plus en plus des documents numériques, est-ce qu'on aurait intérêt à imprimer une seule fois des super qualités mais chères, qui derrière va devoir avoir des implications sur la préservation de la climatisation dont vous avez parlé, ou est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt à se dire on va imprimer tous les 10 ans de qualité normale ou pas trop. Donc c'est beaucoup moins cher, il n'y a pas besoin de conserver avec la climatisation, mais du coup on sait qu'on doit réimprimer, mais au final est-ce qu'on est gagnant ou pas? Est-ce qu'il y a eu des études faites, ou qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi j'aurais plutôt tendance à dire qu'il vaut mieux imprimer une bonne fois sur un bon papier avec un bon imprimeur. Et je pense que ça se conservera mieux, même dans des conditions climatiques dégradées. Un document de bonne qualité se conservera mieux qu'un document de mauvaise qualité. Et en plus, est-ce que vous, dans 20 ans, dans 30 ans, est-ce que vous disposerez encore du fichier qui vous permet de réimprimer? Ça, c'est une question. Tout ce qui est électronique, c'est informatique, électronique, il y a quand même une incertitude sur la pérennité, quoi. Nous, c'est plutôt ça, quoi. C'est pareil pour les pochettes ou la reliure. En général, on préfère prendre de bons relieurs ou acheter des pochettes en papier permanent. Elles sont beaucoup plus chères que certaines pochettes du commerce, mais on sait qu'on les changera beaucoup moins souvent, quoi. Et que même si les conditions climatiques sont inadéquates, elles se conserveront beaucoup plus longtemps que des matériaux, des choses en matériaux plus médiocres, quoi. Ouais. Après, le problème du papier en France, c'est que, alors j'en ai pas parlé, mais dans les années 80, on a créé un concept et même un matériau qu'on appelle le papier permanent. C'est un papier qui est fait avec des matériaux et selon des normes qui font qu'il ne se dégrade pas du tout dans le temps. C'est un papier qui est quasiment éternel. C'est un papier industriel, mais c'est un papier qui est fait de manière à ce qu'il se conserve de façon quasiment éternelle. Enfin, encore une fois, sauf incendie, inondation, attaque d'insectes. Le problème, c'est qu'en France, ça n'a pas pris. C'est quelque chose qui a été... On a essayé de diffuser ça beaucoup dans les années 80-90, mais quasiment pas d'imprimeurs s'en sont emparés. Contrairement, par exemple, aux États-Unis, où les documents officiels sont publiés sur du papier permanent. Mais cela dit, comme je vous disais, le papier s'est quand même bien amélioré dans les dernières décennies. Donc, le papier actuel est quand même, en général, un matériau durable, quoi. Oui, merci beaucoup. La reliure, c'est quand même très destructeur comme processus, par exemple des éphémères.
Est-ce qu'il y a une politique de conservation des éphémères au moment de la reliure? Est-ce que vous avez l'intention de les numériser, etc. Et ma deuxième question, c'est les premières numérisations sur Gallica, en particulier pour les ouvrages de maths, parce qu'à cause des polices qui étaient très petites, etc., elles étaient quasiment illisibles. Est-ce qu'il y a une politique de renumérisation de meilleure qualité Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des documents qui ont déjà été numérisés 2 ou 3 fois au cours de la vie de Gallica, puisque Gallica, les premières numérisations, c'est même avant le XXIe siècle. Alors, il n'y a pas une politique systématique, mais en général, l'équipe Gallica est très à l'écoute des lecteurs, enfin de son lectorat. Donc, si quelqu'un trouve qu'un document de Gallica est pas en bon état, en appelant, en signalant le document, on a quand même des chances de le refaire numériser. Mais c'est vrai qu'on n'a pas une politique systématique de renumérisation de collections numérisées dans les premiers âges de Gallica. Effectivement, la NUM a beaucoup évolué. On a des documents, oui, je crois, qui ont dû être numérisés au moins 3 fois. Alors les éphémères, de quels éphémères vous parlez exactement vous, Par exemple, les quatrièmes de couverture où il y avait les trucs. J'ai montré ça en fait hier, des diffusions, des libraires, des publicités aussi, des choses comme ça. Parfois, d'autres documents comme ça qui étaient sur les périodiques en particulier. Quand on les relit, en principe, on enlève ces pages. Et ça peut être demandé. On peut demander aux relieurs de les insérer dans la reliure. Nous, à l'ABN, normalement, je crois que nous, on conserve les jaquettes à part, mais en dehors de ça, effectivement, des petits, de même les petits papiers d'erratum, les errata, etc., nous, on les fait monter dans la reliure. Ça peut très bien être inclus dans une reliure, quoi. Bon, s'il y en a beaucoup dans un volume, effectivement, ça va coûter un peu plus cher, mais c'est quelque chose qu'on peut monter, quoi. Merci beaucoup pour votre présentation. Je me demandais comment s'articule le projet SPAR par rapport à l'archivage numérique au CINES. Alors, écoutez, je suis pas vraiment spécialiste. Je suis pas. C'est un petit peu en dehors, désolé. Oui. En fait, parce que chez nous, SPAR est géré par le DSI, le système informatique. Et je suis pas. Je peux vous donner le nom de gens qui vous renseigneront, mais je ne pourrais pas répondre directement à la question. Ouais. J'ai été très, très, très contente d'apprendre que les microfilms se gardent beaucoup plus longtemps. Oui. Et j'ai des souvenirs justement de la BN il y a très longtemps. C'était pratique, les microfilms. Il y a 40 ans, 30 ans. On les utilisait bien, il y avait les bonnes machines et tout. Est-ce que vous maintenez quand même ce service? Quel est le statut aujourd'hui? Parce que c'est quand même important de savoir si ça se conserve aussi longtemps. Alors, actuellement, la tendance, c'est de numériser les microfilms, parce que la direction de la bibliothèque estime que la consultation sur microforme, c'est quelque chose du passé. Et donc, l'idée, c'est de... En fait, on a des marchés, on numérise les microformes existantes. Alors, c'est beaucoup moins cher et beaucoup plus rapide que de revenir aux documents... imprimé initial, qui souvent d'ailleurs est en très mauvais état, puisqu'on avait micrographié les documents les plus abîmés surtout. Et du coup, ces documents se retrouvent sur Gallica. Alors évidemment, c'est souvent un peu dégradé par rapport à une consultation à partir d'un original, puisque c'est du noir et blanc toujours. Et en fait, on ne conserve, à terme, on ne conservera que ce qu'on appelle la collection de microformes de sécurité. C'est-à-dire que quand on micrographiait des collections, on faisait plusieurs exemplaires. On faisait la matrice, qui était l'exemplaire initial, qu'on conservait à part, dans un site Bussy-Saint-Georges, un site à l'extérieur de Paris. Et puis on faisait 2 autres exemplaires, un pour la consultation dans les salles de lecture et un pour notre service de reproduction commerciale, qui vendait des reproductions aux lecteurs, à d'autres bibliothèques. Et la tendance actuellement, donc au fur et à mesure qu'on numérise les microformes existantes, alors il y en a des millions, on en a fait des millions, eh bien on supprime les collections des salles et on ne
à terme, on ne conservera que la collection de sécurité, donc les matrices qui ont été réalisées, qui partiront d'ailleurs dans le futur site d'Amiens. Donc on peut se dire aussi que si jamais SPAR avait des problèmes, on aurait encore ça. On aurait au moins ça. Enfin, cela dit, SPAR, il y a deux sites. Enfin, il y a un site miroir et il y en aura normalement un troisième qui devrait limiter les risques, quoi. Mais de façon très naïve, vous avez dit l'ordre d'une centaine d'années, la conservation du document, je veux dire physiquement. Vous voulez dire la microforme? Oui, la microforme. La microforme, non. Je pense que alors, le problème, c'est que là aussi, la microforme, il y a eu plusieurs étapes. Hein. Les premières microformes étaient très fragiles. Hein. Les diacétates, triacétates avaient tendance à se dégrader. C'est le syndrome du vinaigre. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez. Mais les dernières... l'aboutissement technique, c'était la microforme sur support polyester. On estimait, alors là aussi toujours avec des tests de vieillissement artificiel, quoi, mais enfin des choses qui étaient normalisées, que ça pouvait se conserver 400, 500 ans. Mais alors, pourquoi on en... Je sais pas, moi je trouve quand même que ça serait un truc à garder en tête, ça. Parce que c'est... regardez, surtout si maintenant on parle d'électronique et vous devez tous les 10 ans recopier vos bandes... C'est quelque chose qu'on avait évoqué au moment au démarrage de SPAR. On avait dit est-ce que en plus de la conservation sur bande, le SPAR classique, on ne devrait pas utiliser une conservation systématique sur micrographie? Ça existe. Il y a des pays, c'est des micrographies avec un très très fort taux de réduction, ce qui fait que sur une très faible surface, vous avez d'énormes quantités de données. Et puis vous avez aussi ce qu'on appelle la microforme COM. Je ne sais pas si ça vous rappelle, aux plus anciens, ça rappellera peut-être des souvenirs. Hein. C'était pour Computer Output Microform. C'était des microformes en sortie d'ordinateur. C'est-à-dire qu'à partir de documents numériques, vous pouviez les tirer sur microforme. Mais c'est des choses. Nous, on sortait des résultats en microfiche. Oui, voilà, c'est ça. Il y a longtemps, il y avait des imprimantes qui sortaient des exactement. trucs en alors, au moment où il y a 15 ou 20 ans maintenant, lorsqu'on s'est posé la question de l'architecture de SPAR, ça avait été une des propositions, c'est-à-dire en plus de la conservation par bande, la conservation classique, eh bien pourquoi pas faire un exemplaire sur microforme. Mais bon, c'était inaudible à ce moment-là parce que la micrographie était assimilée au passé, enfin à une technique obsolète, et en fait on n'a jamais pu. On est dirigé par des énarques et des polytechniciens, et en fait ils n'ont pas du tout accroché à ce domaine. Alors qu'il y a des pays qui l'ont fait, hein, je crois, mais en Allemagne, je crois. Cela dit, je ne sais pas quelle est la situation actuelle, mais on a tourné la page. Mais c'est effectivement, ça aurait pu être une possibilité. Ouais. ProQuest. Peut-être c'est pas votre domaine. Non, c'est pas trop mon domaine. Hein. Enfin, on s'est occupé de ProQuest. Ça a été un programme de numérisation. J'ai des collègues qui se sont occupés du marché qui a permis de numériser ProQuest, mais je sais que ProQuest, en fait, il y avait il y avait une exclusivité d'utilisation des documents pendant 7 ou 8 ans, et je crois que maintenant l'exclusivité est tombée, donc je crois que les documents qui ont été numérisés dans le cadre de ProQuest sont maintenant dans le Gallica. Mais j'en jurerai pas, c'est pas trop mon domaine, quoi. Voilà. Merci bien.